Greg, merci de participer à cette émission de Dans nos bulles. Ça me fait super plaisir parce que tout le monde le sait, c'est vraiment pas un secret, on est amis de longue date. Tu es un Niçois et en plus tu es un photographe de renom. Maintenant, tu es internationalement connu et très fort, tu es connu à Nice, ce qu'on a eu le plus de mal à faire finalement parce que tu étais plus connu à l'étranger que chez nous. Donc, rapidement, si tu veux bien, on va discuter un peu de tout et de rien, de ton actualité. Mais surtout, j'aimerais qu'on revienne sur le début de ton engagement dans cette carrière parce qu'elle est quand même totalement atypique et hors norme. Alors, comment un Niçois qui peut-être ne se destinait pas du tout à ça est arrivé à la photographie du monde sous-marin, des animaux et cette envie de voyager et de faire de la plongée un peu partout aux quatre coins du monde. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi pour commencer? Alors oui, bien sûr, bonjour et merci pour cet entretien, Anne. Alors, l'histoire, elle a commencé en fait il y a très très longtemps. Tu sais que je suis originaire de Nice et du coup j'ai été un petit peu bercé entre la Méditerranée, le parc du Mercantour, donc la montagne. Et depuis tout petit, j'ai eu cette attirance pour la nature et la biologie marine a pris le dessus. Après, j'ai grandi, j'ai eu une vie un petit peu comme tout le monde. Euh, et j'ai travaillé avec mon père, puis ensuite j'ai créé ma propre société. Tout mon temps libre, je l'ai passé à aller plonger, naviguer. Et un jour, j'ai décidé vraiment de franchir le pas et de vivre ma passion à fond. Donc, si tu veux, ça a toujours été en moi, un petit peu comme un hobby, une grosse passion. Et j'ai décidé un jour de prendre le risque et d'essayer de vivre cette passion jusqu'au bout et d'en faire mon métier. D'accord. Et pas déçu depuis, j'imagine? Non, pas du tout. Écoute, je pensais pas en arriver jusque-là. C'est pour moi, c'était un changement de vie. Donc voilà, j'ai voyagé avec mon appareil photo, mon sac à dos pendant un an autour du monde. C'est ce qui m'a vraiment permis de créer mon style photographique, hein. J'ai eu la chance de voyager dans plusieurs océans, plusieurs mers. Donc à chaque fois, c'est des conditions un petit peu différentes. Je travaillais comme moniteur de plongée, donc ça m'a permis de rester sur place, de passer du temps et vraiment d'approfondir mes techniques de plongée. Et tu sais que tu es quand même atypique pour un Niçois, parce qu'en général, les Niçois, ils ont beau te dire qu'ils aiment la mer, ils préfèrent la montagne, et ils sont toujours en montagne. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un littoral qui est peut-être insuffisamment connu. Et je tiens déjà à ce stade à saluer ton engagement pour essayer de nous faire connaître, nous, les ignares de Niçois, ce qu'on a dans notre belle Méditerranée, parce que tu avais fait il n'y a pas si longtemps une magnifique expo sur la promenade des Anglais qui a eu un gros succès. Et c'est vrai que c'est un effort louable parce que finalement, on se rend compte que les Niçois, ils sont plus montagnards que marins, étrangement, parce qu'on a quand même un patrimoine remarquable. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce qu'on voit au large de Nice? Ouais, bien sûr. Alors moi, ça a commencé de là que tout est parti en fait, hein. C'est un jour en naviguant au large, et je savais qu'il y avait des dauphins, donc j'ai croisé des dauphins. J'ai commencé à croiser des animaux et je m'attendais même moi à pas forcément trouver ces animaux-là en Méditerranée, jusqu'au jour où j'ai croisé ce banc de globicéphale qui a vraiment été une révélation. Je ne sais pas si tu as eu la chance de croiser un banc de Non. globicéphale, mais c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'est des animaux qui sont très intelligents, très sociaux. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'est du bateau, on peut les entendre communiquer entre eux, chanter. Voilà, ce jour-là, il s'est passé vraiment quelque chose d'assez incroyable. L'ambiance de cette Méditerranée, la mer était d'huile. Tu peux voir les rayons qui transpercent l'eau. Et ces animaux, il y avait à peu près, je sais pas, 80 individus qui étaient là autour du bateau. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable que j'arrive des fois à vivre, mais souvent en voyageant, en étant à l'autre bout du monde. Et au final, le soir, j'étais chez moi dans mon appartement, dans mon canapé, et ça paraissait vraiment irréel en fait. Oui, je te Donc du crois. coup, j'ai commencé à m'intéresser à cet écosystème du large. Et voilà, en y passant du temps, j'ai commencé à croiser des tortues, des raies, des requins. Je me suis immergé aussi la nuit. Il faut savoir que le jour, pardon, on va trouver des animaux comme les cétacés, les raies, les requins et plein d'autres grosses bêtes. Et la nuit, c'est le plancton qui va émerveiller, voilà, qui va émerger des profondeurs pour venir en surface. Donc, on va s'immerger la nuit aussi pour documenter le plancton. Donc, voilà, il y a vraiment un écosystème. C'est un endroit qui est vraiment assez féerique et très intéressant à documenter.
À ta question, en fait, c'est oui à Nice, mais c'est un petit peu partout en Méditerranée, hein. Moi qui voyage un petit peu, on a tendance à dire que la Méditerranée, c'est un petit peu une mer, je dirais pas morte, mais polluée, où il n'y a pas forcément grand-chose à voir. Alors que non, la Méditerranée, ok, c'est une mer qui représente à peu près moins d'1% de la surface des océans et des mers. Et par contre, ça abrite 10% de la biodiversité mondiale, ce qui est quelque chose d'assez incroyable. Et non, la Méditerranée, c'est pas une mer morte, elle est peut-être mal aimée, mal connue aussi. C'est peut-être pour ça qu'on s'y intéresse pas tant que ça. Et l'idée, en fait, c'était de présenter aux Niçois, lors de cette exposition qui s'appelait Un souffle en Méditerranée, de présenter justement cet écosystème et de dire que au large, devant chez nous, il y avait des baleines, des dauphins, des tortues, voilà, toutes des espèces un petit peu emblématiques qu'on imagine trouver dans des paysages un peu plus Ouais. tropicaux, mais on les a aussi chez nous. Alors, grâce à toi, j'étais allée aux Philippines et on avait eu la chance de croiser le chemin de plusieurs requins-baleines. Mais c'est vrai qu'on a peine à imaginer qu'il y a toute cette richesse près de chez nous. Et on n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir faire une plongée en Méditerranée, mais j'espère vraiment que tu arriveras à me montrer toutes ces beautés, autrement que par l'objectif de l'appareil photo, même si déjà ça donne une idée. Et je me rappelle de cette expo sur la prom, elle était remarquable et en plus elle avait intéressé vraiment de nombreuses classes de Niçois qui étaient venus au CUM et sur la promenade des Anglais pour te rencontrer et puis pour voir ces photos. Donc voilà, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus et on te remercie parce qu'avec tes photos, tu nous fais rêver et voilà. Alors justement, tes photos, je voudrais y revenir 2 secondes. Tu as un procédé qui est quand même assez particulier. On en voit beaucoup des photos sous-marines, mais les tiennes, elles se détachent. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu as cette carrière internationale avec tous ces prix qui tombent. Tu as une manière de travailler la lumière et le mouvement qui est assez singulière. Et puis, on dirait presque par moments des tableaux et pas des photos. Donc évidemment, je vais pas te demander de dévoiler tes secrets, hein, parce que tes concurrents sont comme ça, essayer de regarder ce qui se passe. Mais j'imagine, en tout cas, si c'est comme dans tous les milieux. Mais ben voilà, juste en 2 mots, est-ce que tu as découvert un process particulier qui a fait que tu as pu travailler la photographie différemment? Alors, je vais répondre à ta question, mais déjà, je vais revenir sur une chose, c'est donc tu parlais d'aller plonger ensemble. On connaît beaucoup mon travail sur le grand large, sur les animaux comme les baleines, les dauphins, mais il faut savoir aussi que partout où on va dans le monde, notamment chez nous aussi en Méditerranée, chaque endroit, on me pose souvent la question, quel est le plus bel endroit où tu as plongé, quelle est ta destination préférée? Et en fait, c'est impossible de répondre à cette question parce qu'à chaque fois qu'on va aller quelque part, on va tomber sur un écosystème différent. Euh, et il y a partout, si on est un petit peu curieux, si on creuse, on va trouver des choses intéressantes, des choses qu'on n'attendait pas. Et ce qui fait un petit peu le charme de l'exploration, hein, c'est partout où on va, la nature, elle est omniprésente. Et chaque endroit a vraiment sa particularité. Voilà, après, il faut être curieux, faut chercher, faut voilà, persévérer, mais on trouve toujours des choses très très intéressantes à documenter. Par exemple, si je te dis que si je t'amène plonger de nuit sur la promenade des Anglais, on risque de voir des squilles de mer, des hippocampes, voilà, des murènes serpentines qui s'enfuient dans le sable. Je sais pas si tu, voilà, tu attends, mais voilà, J'imagine pas. c'est vraiment des espèces qu'on n'imagine pas, alors qu'on passe tous les jours devant. Donc Exactement. ça fait partie aussi de cette quête photographique, c'est d'aller trouver des espèces, trouver des sujets en fait qui vont se prêter à l'originalité, surprendre, parce que c'est aussi pour ça qu'on me connaît, c'est pour aller toujours chercher des choses qu'on n'attend pas forcément, ou des espèces un petit peu spéciales. Et puis moi, c'est ce qui me fait vibrer, hein, parce que la photo, la biologie, tout ça, en fait, moi, ce que j'aime, c'est être dans la nature, au contact des animaux. Donc tout ça, c'est un petit peu des excuses. Et du coup, je cherche des espèces voilà, qui me font vibrer, qui vont vraiment assouvir ma passion de la biologie marine et d'aller à leur rencontre et les photographier pour ensuite partager. Donc après, en termes d'image, oui, alors mon style photographique, hein, puisqu'aujourd'hui les gens le disent, que j'ai vraiment développé ce style photographique, il s'est fait au cours des années. Comme je te disais au début de notre entretien, le fait de voyager dans toutes les mers du monde, ça m'a permis, notamment les Galapagos, hein, c'est là où tout est parti, ça m'a permis de passer du temps. Aux Galapagos, il faut savoir une chose, que tu peux aller plonger tous les jours sur le même site de plongée,
et ça sera jamais les mêmes conditions. Ça veut dire qu'un jour, tu vas avoir de l'eau bleue cristalline, le lendemain, l'eau va être verte et la visibilité horrible. Et en fait, tout ça m'a déjà permis de pouvoir m'adapter et de développer mes réglages photos en fonction des conditions de plongée. Et ensuite, tu as la partie editing qui permet aussi d'apporter cette petite touche, on va dire, graphique, Personnel. voilà, personnelle. Mais par contre, quand je suis dans l'eau, par exemple, si tu veux, je fais mes réglages en fonction de l'image que j'ai en tête et la touche d'editing que je vais apporter. Ça veut dire que tout est lié en fait. Et c'est pas juste d'appuyer sur un bouton et après passer des heures éventuellement à toucher une photo ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ça me dérange un petit peu moi quand on parle de retouche. Faut savoir que à l'époque de l'argentique, on utilisait des pellicules qu'on mettait dans une chambre noire, dans des bacs, et on faisait ce qu'on appelle du développement. Et aujourd'hui, ce développement s'effectue parce qu'on utilise un format RAW qui est le format brut, contrairement quand tu fais une photo avec par exemple un iPhone qui va avoir un capteur et développer une photo et faire ses propres réglages. Nous, on va le développer sur des logiciels, notamment Lightroom, qui sont des logiciels de développement et non de retouche. Alors après, c'est sûr qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on peut aller très loin. Donc, moi, j'essaie de garder vraiment Authenticité. une limite pour pas dépasser, parce qu'après, voilà, ça devient plus vraiment de la photographie, même si aujourd'hui, c'est de l'art digital. Et le développement photo sur les logiciels comme Lightroom, c'est de l'art aussi. Je considère ça comme de l'art. Complètement. Et d'ailleurs, oui, effectivement, c'est artistique. Et pour moi, t'es pas un photographe. Tu es vraiment un artiste de la photo. C'est ce qui ressort par rapport à d'autres. Voilà, c'est ce qui fait ta différence et ton ADN. Enfin, c'est les appréciations que moi je peux porter sur ce que tu fais et je suis pas la seule, je crois. Voilà, écoute, alors on enchaîne. Je voulais aussi te demander donc tes projets à court terme et puis après pour intéresser un petit peu le plus grand public. Si tu dois nous dire, voilà, quelle est ta plus belle plongée. Alors, tu nous as répondu en nous disant qu'il n'y en avait pas une, mais qu'elles l'étaient toutes, parce unique au niveau des rencontres que tu peux faire. Mais est-ce que tu as un souvenir qui se détache et puis aussi, est-ce que tu as un pire souvenir en plongée? Voilà, si tu peux nous parler de ces trois petits sujets, ça nous permettra de connaître un peu mieux Greg dans l'intimité. Alors, déjà, concernant on va dire ma politique en tant qu'artiste, sache que j'essaie de plus en plus de m'engager pour des causes, pour l'environnement et la préservation des océans. Et l'idée, c'est un petit peu de mettre l'art au service de la sensibilisation, de la préservation des océans. Donc ça, c'est une première chose qui pour moi est très importante. En termes d'actualité, comme tu sais, on vient de sortir un livre avec Guillaume Néry et Florian Fischer sur notre expédition en Antarctique. Ouais, magnifique. Donc voilà, je travaille actuellement sur un autre projet de livre avec un autre apnéiste qui s'appelle Pierre Frola, qui est à Monaco. Donc le projet s'appelle Le cœur de l'océan, où on essaie un petit peu de reconnecter l'homme et la nature dans un projet artistique très poétique. On va placer l'homme au cœur de la nature, dans des décors, avec des rencontres animalières assez hallucinantes. Voilà. Et donc après, j'ai vraiment deux axes, moi, en termes de projets, qui sont le premier, c'est la Méditerranée. J'aimerais m'investir de plus en plus chez moi à Nice pour promouvoir. Et on est bien content, et on est bien content. Voilà. Je trouve que voilà, j'ai vraiment quelque chose à faire ici, qu'il y a quelque chose de grand à faire pour. Alors, je vais pas dire redorer le blason de la Méditerranée, parce que c'est pas du tout ça, mais c'est refaire découvrir. J'ai envie de. Alors, je vais pas réinventer les choses, mais j'ai envie de revisiter peut-être la Méditerranée avec mon nouveau regard et mon œil photographique. Voilà ma signature artistique. Alors, à ce stade, je te coupe pour dire qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais qu'il y a des tas de projets sur le feu et que on compte sur toi, effectivement, au niveau niçois pour justement nous aider comme tu disais, pas redorer le blason, mais en tout cas faire davantage connaître les merveilles qu'on a chez nous. Donc, on n'a pas le droit d'en parler, donc on n'en parle pas, mais voilà, sachez tous qu'il se prépare plein de choses. Voilà, à suivre. Okay, super, donc moi je suis très ravi. Donc ça, et j'aimerais aussi travailler un petit peu sur les pôles. Donc le fait d'avoir été en Antarctique, ça me fait très envie d'aller un petit peu explorer l'Arctique.
voilà, dans les prochaines années. Mais pour moi, voilà, les pôles et la Méditerranée sont vraiment deux gros axes très intéressants. Alors D'accord. ensuite, pour répondre à ta dernière question, concernant les plongées, les anecdotes. Anecdotique, oui. Ouais, alors attends, alors c'est compliqué pour moi parce que j'ai vécu plein de choses, mais on va dire qu'il y a voilà, il y a il y a des plongées qui m'ont vraiment marqué. Alors je vais commencer avec celle en Afrique du Sud, hein, forcément pendant le Sardine Run. Si je me souviens très bien, c'était en 2015. 2015, donc on est allé documenter la migration des sardines. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas l'événement du Sardine Run, donc, c'est une bande de sardines qui migrent et qui passent le long des côtes africaines et qui vont attirer tous les prédateurs marins qui vont un petit peu chasser à l'unisson. Donc c'est un gros festin qui attire d'énormes prédateurs, notamment les dauphins, les requins, les otaries, les baleines, les manchots, voilà, vraiment, et puis forcément les fous du Cap, hein, qui sont pour moi des animaux incroyables, hein, qui plongent à plus de 100 km/h, qui transpercent la surface de l'eau pour se retrouver à une vingtaine de mètres et attraper des sardines. Et donc cette année-là, c'était une année très très mauvaise pour les sardines. Les conditions aussi étaient très mauvaises. Quand on va plonger là-bas, on va pas trouver des conditions d'eau très très claires. Hein. Donc il y a des courants, l'eau est un petit peu verte parce qu'il y a énormément de plancton. Enfin bon bref. Et juste pour dire que cette année-là, il n'y avait pas beaucoup de sardines, il n'y avait pas beaucoup d'action, avec des conditions en plus sous-marines qui n'étaient pas au meilleur. Et j'ai quand même réussi à faire cette image Qui est resté dans les annales. Mondialement, voilà, qui a été élue photo de l'année par National Geographic. Et cette aventure était en plus une aventure géniale au niveau humain, parce que j'ai fait des rencontres incroyables. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que je fais, c'est que en général, on voit juste le résultat final, donc une photo. Hein, alors j'essaie à travers mes photos de raconter des histoires, donc vraiment voilà, de faire parler les images. C'est pour ça que tu parlais un petit peu de mouvement, d'action, de choses comme ça. L'idée, c'est il y a une manière hein, d'approcher les animaux, il y a une manière d'anticiper leur comportement. Et au travers de cette photo, on va quand même nous vivre un voyage, on va rencontrer des gens, et ça, voilà, vraiment, j'adore. Et cette année-là, ce voyage-là était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, hein, sous l'eau, mais comme sur Terre aussi. D'accord. Ensuite, je vais revenir à cette incroyable aventure hein, en Antarctique. Donc en Antarctique, voilà, c'était très très dur. Déjà pour se rendre là-bas, une expédition, on voulait avec Guillaume et Florian se rendre un petit peu compte de ce qui se passe en Antarctique. On entend beaucoup parler du réchauffement climatique, on entend beaucoup parler voilà, de ces changements, mais chez nous, sincèrement, je sais pas si toi, à Nice, tu arrives à vraiment percevoir ces changements. Alors oui, on les a vécus malheureusement récemment, mais est-ce qu'il y a un lien avec tout ça? Voilà, je pense que oui, mais c'est plus abstrait chez nous, oui, c'est plus abstrait. Malheureusement, il faut qu'il y ait des événements dramatiques pour qu'on se dise ah oui, c'est peut-être en train de changer, on est peut-être dans un endroit qui ça sent pas bon et il faudrait peut-être agir et faire autrement. Et nous, quand on a été là-bas, si tu veux, il a fallu qu'on était à la voile déjà pour limiter notre empreinte carbone. Et on est parti de Ushuaïa et pour rejoindre la péninsule, c'est 5 jours de navigation en mer, ce qu'on appelle le passage de Drake. Donc ça, après, je vous invite à lire le livre Antarctica. Bien sûr. Mais déjà, pour aller là-bas, nous, on a été victimes, entre guillemets, de bouleversement climatique, puisqu'on a eu vraiment du mal à trouver cette fenêtre météo qui nous a laissé un petit passage pour pouvoir naviguer dans ces conditions très difficiles. Et alors, sur place, avec Guillaume, donc Florian, malheureusement, lui, était fatigué, ce jour-là, il n'est pas sorti. Mais avec Guillaume, on a vécu quelque chose d'assez incroyable. C'est ce que j'aime beaucoup en photographie. C'est-à-dire qu'à la base, ma quête photographique, c'était d'aller documenter les léopards de mer. Un prédateur incroyable qui vit dans l'endroit le plus hostile de la planète. Et moi, je me focalisais vraiment sur la rencontre avec le léopard, qui a eu lieu finalement à la fin de l'expédition. Et on a vécu quelque chose d'incroyable, de génial. Mais un jour, avec Guillaume, on est sorti et on a repéré un petit groupe de phoques et on s'est mis à l'eau avec eux. Et alors là, on a vécu vraiment quelque chose de génial. Il y avait ces 4-5 phoques qui vivaient, voilà, il y avait une espèce de cache-cache
autour de cet iceberg, des galeries entraient à l'intérieur, ils ressortaient, les vernis qui partaient. Ils ont joué, quoi. Ils ont joué avec vous. Voilà, génial, vraiment un super spectacle. Une espèce de ballet sous-marin dans une eau à -2 degrés. Voilà, l'ambiance, voilà, le panorama, tout ça, c'était quelque chose d'assez incroyable, mais c'est surtout quelque chose qu'on n'attendait pas. À aucun moment, je m'imaginais aller m'immerger comme ça avec des faux crabiers. Donc après, il a fallu saisir l'opportunité, voilà, faut être un petit peu opportuniste, s'adapter. Et donc j'ai réalisé ce cliché qui est finalement la couverture du livre et qui a été élu l'année dernière photo sous-marine de l'année par l'Underwater Photographer of the Year à Londres. Oui, parce que maintenant, tu es un régulier des prix. Je veux dire, voilà, on le dit même plus, mais c'est vrai que ça a commencé avec le National Geographic, mais en fait, depuis, ça n'a plus arrêté. Jusqu'à l'année dernière encore avec cette photo extraordinaire que je mettrai dans l'article. Comme ça, les gens la verront en même temps. Et voilà, maintenant, tu es blasé finalement de tous ces prix. Alors non, je suis pas du tout blasé parce que les concours photo, c'est une manière pour les photographes déjà de faire parler du monde marin. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça permet de faire de l'actualité, de faire connaître son travail. Faut savoir qu'au début, quand j'ai commencé, quand j'ai voulu faire une carrière, après ce tour du monde, quand je suis revenu avec mon portfolio, quand j'ai proposé à un magazine de publier mes premières images, le magazine m'a répondu « Ah, vous avez des images incroyables, mais par contre, vous êtes qui ?» Et là, je me suis dit, je suis Greg de Nice, j'aimerais faire une carrière dans la photographie sous-marine. Et là, ils m'ont un petit peu rionné, ils m'ont dit d'abord, tu vas te faire un nom, puis après, tu me contacteras. Eh oui, c'est sûr. Cette question. Alors, pas tous les magazines, attention, m'ont répondu comme ça, mais il y avait un magazine qui m'a répondu ça, c'était les premiers que je sollicitais. Et je leur ai posé la question, comment on se fait un nom? Et ils m'ont dit, écoute, il y a le festival de l'image sous-marine dans quelques mois, mais tu vas qu'à t'inscrire et puis tu joueras ton niveau. Voilà. Et en fait, je me suis inscrit, ce qui pour moi à la base était quelque chose de carrément contradictoire, parce que pour moi la photo à la base c'est le partage et c'est pas une compétition, parce que voilà, c'est de l'art et on peut pas. Puis c'est très subjectif. Hein, quand oui, c'est sûr. Pour photo dans les jurys, j'ai même été jury de concours photo. D'une personne à l'autre, on a une sensibilité différente, et même la même personne, en fonction du jour comment elle va se lever, peut juger une photo différemment. Donc c'est très subjectif et en final, ça ne veut pas trop rien dire parce que dans un concours, tu vas avoir 10 photos qui peuvent gagner le concours, puis ce jour-là, tu as la chance que la tienne soit. C'est juste pour dire que voilà, ça permet de partager, de faire son travail. Alors après, je dirais, c'est un petit message à dire aux photographes. Attention, aujourd'hui, maintenant, il y a des photos, il y a des concours photos de partout. Tous les jours, moi, je reçois des emails, participer au Photographer of the Year. Et du coup, ça perd un petit peu l'authenticité, la notoriété. Et beaucoup aussi de magazines profitent de l'occasion des concours, des palmarès pour utiliser des images un petit peu gratos qui leur permettent de faire un joli magazine. Donc voilà, c'est un petit peu. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai carrément levé le pied sur les concours. Je ne dis pas que j'en ferai plus, j'en ferai d'autres, peut-être des plus prestigieux. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même des concours photos. Si vous y participez, c'est à la base partager et surtout parler du monde de la photo. Je suis inscrit au Festival d'Images Sous-Marines et j'ai remporté la catégorie portfolio avec un plongeur d'or. Et le lendemain, j'avais ce magazine, entre autres, qui me contactait pour publier mes images que je leur avais présentées 2-3 mois à l'avance et qui m'avait dit tu reviendras quand tu auras fait. Donc voilà, c'est un petit peu. T'as pas mis longtemps, hein, c'est bien. Au concours et de fil en aiguille, voilà, ça m'a permis d'avancer. Le National Geographic, d'autres concours, Underwater Photographer of the Year. Mais aujourd'hui, je suis plus en train de basculer dans la partie jury. Oui, bien sûr. Normal. À dire que je ne ferai pas des concours. Non, mais bien sûr. Ça reste une façon voilà, de communiquer, quoi qu'il en soit. Même si effectivement, on souhaite que le mode de communication soit différent à partir de bientôt. Sinon, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, alors, non, il nous restait quand même ton pire souvenir en plongée. Alors, mon pire souvenir. Alors, moi, j'ai que des bons souvenirs en plongée, tu vois. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai juste une petite anecdote intéressante. C'est au Mexique.
plongé avec les otaries, maintenant qui sont devenus très connus, mais à l'époque, c'était une destination, un endroit qui était encore très connu. Donc, je vais citer le nom, donc à Los Islotes. Donc, c'est un endroit c'est reconnu pour justement aller plonger avec les otaries, qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Moi, c'est peut-être ce que je préfère le plus, c'est parce qu'il y a vraiment une interaction, je sais pas si on peut dire une interaction, mais elles viennent au contact, elles sont curieuses, elles sont habituées à l'homme, et on vit toujours des moments émotionnellement très très forts avec elles, parce que voilà. Et je me souviens ce jour-là où en fait il y a un endroit, euh, donc au pied de ce petit rocher, il faut savoir que c'est un gros rocher en fait, sur lequel il y a une colonie de plusieurs milliers d'otaries qui vivent là, et les jeunes sont très taquins, très joueurs, et quand on va plonger, bah, ils viennent au contact des plongeurs. Et il y a un endroit, il y a une petite grotte, un petit surplomb, on peut rentrer à l'intérieur, et là c'est un fief où il y a beaucoup d'otaries qui bah, vous prennent un petit peu à partie, donc elles vont venir arracher votre cagoule, tirer votre détendeur. Bon, faut savoir qu'on est dans 3-4 mètres d'eau, hein, donc aucun risque. Sauf que ce jour-là, alors qu'on était en train de faire des images et des vidéos, d'un seul coup, elles ont disparu et on a entendu ce gros mâle arriver de loin, et puis il s'est posté à l'entrée de cette grotte et nous a regardé avec un air un petit peu, je sais pas, ils ont l'air un petit peu bêtes des fois quand ils nous regardent. Et nous, ben, on était là et on savait pas trop quoi faire. Donc, faut savoir que c'est vraiment un animal incroyable et surtout très puissant. Oui. Un animal a une force incroyable. Ils sont très territoriaux. Faut s'imaginer, c'est peut-être la taille d'un ours. Vous voyez, donc vous êtes dans l'eau avec un ours qui s'aboute dans 3 mètres d'eau, dans une grotte. Et lui, il bloque la sortie. Et là, en fait, on a rasé les murs. On a rasé les murs, on est remonté direct au bateau, on n'a pas demandé notre aide. Quick. Et on s'est dit, voilà, là on s'est fait avoir, donc, du coup on évite d'aller dans les grottes avec les otaries maintenant. Ou d'approcher trop près de leur nid en fait. Expérience passe science. Mais effectivement, moi qui suis un peu claustro, cette anecdote me fait frémir. Donc, ouais, je comprends. Je comprends que ce soit pas un très bon souvenir, c'est sûr. Mais bon. Voilà, alors je regarde quand même un bon souvenir, mais c'était un moment très intense, je dirais. Ouais, je comprends. Bon, écoute, pour terminer notre petit rendez-vous de ce matin, pour rester sur un format un peu court, donc les projets, on en dit deux mots. Donc, tu en as déjà dit un petit peu, mais peut-être donc le livre, si tu peux nous remontrer la une de ce livre magnifique. Oui, alors là, c'est le livre Antarctica avec Florian Fischer et Guillaume Néry. Ah, il est sublime. Sur mon site internet, greclecoeur.com. C'est déjà plus un projet, mais c'est quand même dans ton actualité, donc ça mérite d'être souligné. Voilà, là c'est la promo du livre qui est sorti pour les fêtes de Noël. Et donc on est en train de mettre en place des expositions, des rencontres. Alors tu sais, avec la situation qu'on vit actuellement, c'est un petit peu compliqué. À la base, le livre devait sortir pour le salon de la plongée, au cours de laquelle on avait une exposition qui sera reportée à l'année prochaine. Voilà, donc je pense que moi j'ai hâte de cet événement qui permettra de voir toute la communauté de la plongée et de pouvoir faire une belle exposition et pouvoir faire des rencontres avec le public et des séances de dédicace. On a hâte, vraiment. Voilà, bon après les projets sur la ville de Nice, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas en parler, mais ils sont dans les tuyaux. Je crois que tu as une belle émission aussi qui va arriver dans pas longtemps. On pourra inciter les gens à la regarder en temps utile, mais sans Bien sûr, donc voilà, c'est dans la... Parce qu'entre dire des choses et faire des choses, il y a souvent un gros palier. Écoute, oui, donc j'ai plusieurs petites interventions médiatiques, on dirait dans les prochains jours sur la Méditerranée, les prochains mois, notamment Thalassa certainement pour le mois de juin avec une petite expédition pour présenter l'écosystème méditerranéen. Bon, bah, c'est génial. Ça, tu nous tiendras au courant en temps utile. Et puis bon, bah écoute, moi, en guise de conclusion, te dire qu'on a beaucoup apprécié notre séjour aux Philippines avec toi. Donc, on attend que tu nous proposes une autre destination comme ça. Tu as parlé des Galapagos tout à l'heure. Est-ce que c'est une destination que tu nous recommanderais? Ah, ben les Galapagos, oui, carrément. C'est dans le top 5, je dirais, de D'accord. Voilà. destination favorite. Oui, les Galapagos, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Après, il faut le faire, il y a plusieurs manières de le faire. Bon, forcément, Darwin and Wolf,
il n'y a pas 36 manières de la faire, hein, donc c'est une croisière, il faut trouver le bon bateau, le bon itinéraire. Donc, écoute, avec grand plaisir pourquoi pas en discuter, t'amener là-bas et te faire vivre les Galapagos. Faut savoir que j'y ai vécu 3 mois, donc je connais très très bien. Et c'est un endroit qui est exceptionnel, juste pour te donner une petite comment dire, envie d'y aller. Imagine-toi marcher en ville et tu as les iguanes marins qui traversent la route, les otaries qui dorment sur les bancs et les pélicans qui sont au marché et qui font leur propre marché. Waouh! Ouais, ça donne envie et puis de toute façon, tu dis toujours les choses de telle manière que ça donne envie quoi qu'il arrive parce qu'on voit que tu as tout un monde imaginaire et ça explique pourquoi tes photos sont si belles. Voilà, tu sublimes les animaux et même les gens, hein, parce que tu nous as fait des belles photos. J'ai une magnifique photo grâce à toi, souvenir, avec Jean-Mi, hein, mon binôme, hein, à la vie et en plongée et voilà et c'est un bon souvenir et merci beaucoup Greg. Merci de nous avoir donné du temps. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot en conclusion? Bah écoute, oui, moi j'ai hâte que la situation se termine. Donc j'ai envie de dire aux gens, s'il vous plaît, restez chez vous. C'est pas parce que le gouvernement nous dit qu'on n'est pas confiné, qu'il faut pas se confiner. Plus on va rester chez nous et plus vite on sortira de cette période qui maintenant commence un petit peu à durer et à être compliquée. Ouais, tout à fait. Bah, c'est un mot de la fin, tout à fait d'actualité. Merci de Alors, l'avoir moi dit. personnellement, hein, j'ai très très envie de revoyager. J'ai la chance de pouvoir voyager pour raisons professionnelles, mais je joue le jeu et j'essaie de rester confiné au maximum. Et ça me déplaît pas non plus parce que ça me permet aussi de profiter de ma famille. Oui, c'est pas neutre. Profitons des proches pendant ce temps-là. Tu as raison et on reprofitera des voyages plus tard. Bon, écoute, merci beaucoup pour cet entretien et puis bah, à bientôt pour d'autres aventures. Ciao Greg, Merci Anne, à très bientôt. au revoir.